Le silence de l'univers n'est pas un vide absolu, mais une accusation muette, un abîme philosophique suspendu au-dessus de l'humanité chaque fois que nous levons les yeux vers un ciel étoilé. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit ou de signaux radioélectriques, mais la présence d'un paradoxe mathématique impitoyable qui hurle dans la conscience de notre civilisation. Si l'univers est si vaste, si ancien, et si la probabilité d'émergence de la vie est si élevée, pourquoi restons-nous seuls? Tel est le paradoxe de Fermi, une fissure dans le tableau de la réalité que la science moderne, malgré plus de 7 décennies d'efforts intenses, n'a pas encore pu combler. La contradiction entre l'échelle colossale de l'espace, abritant des centaines de milliards d'étoiles dans la Voie lactée et des milliards de galaxies dans l'univers observable, et l'absence totale de toute preuve d'intelligence extraterrestre crée un cauchemar existentiel. Nous habitons un univers qui semble conçu pour engendrer la vie. Pourtant il se comporte comme s'il était stérile. Une énigme qui défie notre compréhension et nous confronte à notre propre fragilité. L'histoire de ce paradoxe ne débute pas dans un observatoire sophistiqué, mais autour d'une table de déjeuner ordinaire à Los Alamos, durant l'été 1950, où les plus grands esprits de la physique nucléaire étaient réunis. Enrico Fermi, l'architecte du premier réacteur nucléaire, au milieu du cliquetis des couverts et des bavardages sur les soucoupes volantes, lança soudain une question simple mais d'une portée immense: où sont-ils tous? Cette interrogation n'exigeait aucun contexte, car Edward Teller, Herbert York et Emil Konopinski comprirent immédiatement que Fermi évoquait les habitants des étoiles. La perspicacité de Fermi ne résidait pas dans le fait qu'il fut le premier à y penser. Konstantin Tsiolkovsky, Bernard Le Bovier de Fontenelle ou même Jules Verne l'avaient effleuré avant lui, mais dans sa capacité à quantifier ce silence sur le champ. À travers des calculs mentaux rapides, il réalisa que, compte tenu de l'âge de l'univers, si d'autres civilisations existaient, elles auraient dû nous atteindre depuis longtemps. Leur absence, ou l'absence de tout vestige, constitue une anomalie statistique insurmontable, une dissonance qui ébranle les fondements de notre vision cosmique. Pour plonger au cœur de ce paradoxe, il faut affronter le principe de médiocrité, qui postule que la Terre n'est pas exceptionnelle, que le Soleil n'est qu'une étoile typique, et que notre position dans l'univers est aléatoire. Si ce principe est valide, alors la vie intelligente doit être un phénomène courant. Des milliards d'étoiles similaires au Soleil dans la Voie lactée sont plus âgées que la nôtre de milliards d'années. Imaginez une civilisation émergeant 1 million d'années avant l'humanité, un battement de cils à l'échelle cosmique. Avec une technologie de voyage interstellaire, même à des vitesses modestes inférieures à celles de la lumière, elle pourrait coloniser toute la galaxie en quelques millions d'années. Ces sondes auto-réplicantes, inspirées des machines de von Neumann, devraient être présentes dans chaque recoin du système solaire, exploitant la ceinture d'astéroïdes ou laissant des monuments technologiques gigantesques. Pourtant, la réalité est cruelle: rien, pas un vaisseau, pas un signal, pas une structure mégalithique occultant la lumière des étoiles lointaines. L'absence de preuves, dans ce cas, se mue progressivement en preuve d'absence, une conclusion qui hante les astronomes et les philosophes. Cette tourmente nous conduit à l'équation de Drake, une tentative audacieuse de systématiser notre ignorance en variables mathématiques. Frank Drake, Carl Sagan et les pionniers du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ont cherché à estimer le nombre de civilisations communicatives, N, en multipliant les probabilités, le taux de formation d'étoiles, R*, la fraction de celles dotées de planètes, F-P, la fraction de planètes où la vie émerge, F-L, la fraction où elle développe l'intelligence, F-I, la fraction où elle devient technologique, F-C, et surtout la durée de vie moyenne d'une telle civilisation. L'équation s'écrit ainsi: N égale R astérisque multiplié par F-P multiplié par N-E multiplié par F-L multiplié par F-I multiplié par F-C multiplié par L où N-E représente le nombre moyen de planètes habitables par système stellaire. Cependant, cette équation ne fournit pas de réponse définitive, elle expose la vulnérabilité de notre savoir. Tandis que les variables astronomiques se précisent grâce aux télescopes spatiaux comme le James Webb Space Telescope, qui en 2025 a révélé des milliers d'exoplanètes potentiellement habitables. Les variables biologiques et sociologiques demeurent des ombres impénétrables. Nous ignorons la probabilité pour que la matière inanimée devienne vivante, F-L, est-ce un destin chimique inévitable? Ou un miracle unique dans l'éternité? Si F-L est infime, notre solitude est évidente, mais si elle est élevée, le silence devient terrifiant, suggérant que l'intelligence pourrait être un cul-de-sac évolutif, ou que les civilisations tendent à s'autodétruire dès qu'elles maîtrisent l'énergie atomique. Le concept du grand filtre, introduit par Robin Hanson, surgit comme une explication glaçante à ce silence. Il suppose l'existence d'une barrière insurmontable dans le chemin évolutif de la matière inorganique vers une civilisation voyageuse interstellaire. Une épreuve que la plupart des germes de vie échouent à franchir. La question cruciale pour l'humanité est: où se situe ce filtre? S'il est derrière nous, par exemple, le saut du prokaryote à l'eucaryote,
ou l'émergence de l'intelligence complexe, alors nous sommes les rares chanceux. Les gagnants du loto cosmique. Et nous pouvons espérer un avenir radieux. Mais s'il est devant nous, le silence de l'univers est un présage funeste. Il implique que les civilisations technologiques comme la nôtre s'anéantissent invariablement par des guerres nucléaires, des changements climatiques, ou une perte de contrôle sur l'intelligence artificielle, avant de s'étendre aux étoiles. Dans ce scénario, découvrir une vie simple sur Mars ou Encelade, comme les missions récentes de la NASA en 2025 ont ravivé l'espoir avec des indices de biosignature, serait la pire nouvelle de l'histoire. Car elle prouverait que la vie émerge facilement, et que l'obstacle fatal nous attend encore. Au-delà des facteurs biologiques, nous devons considérer des hypothèses sociologiques et technologiques plus spéculatives, mais tout aussi obsédantes. L'hypothèse de la forêt sombre, popularisée par la littérature mais ancrée dans une philosophie réaliste, dépeint l'univers comme une forêt obscure la nuit, où chaque civilisation est un chasseur armé, avançant à pas feutrés pour éviter tout bruit. Quiconque révèle sa position, comme l'humanité le fait naïvement en émettant des signaux radio dans l'espace, risque une élimination immédiate par des prédateurs supérieurs, qui perçoivent l'existence d'autrui comme une menace potentielle. Selon cette vue, le silence n'indique pas l'absence de vie, mais que tous les survivants ont appris à se taire. Les bruyants ont été effacés depuis longtemps. C'est une perspective pessimiste sur la nature de l'intelligence et la compétition pour les ressources cosmiques, où la méfiance et les frappes préventives règnent en maître. Une autre possibilité, plus subtile et moins violente, est l'hypothèse du zoo. Peut-être vivons-nous dans une réserve naturelle galactique, où des civilisations avancées nous observent de loin sans interférer, respectant une éthique similaire à la directive première de la science-fiction. Elles souhaitent nous laisser évoluer naturellement, ou nous jugent trop primitifs, trop barbares pour intégrer leur communauté. Cela place l'humanité dans la position de bactéries dans une boîte de pétri, ou de tribus isolées sur une île déserte, ignorantes du monde civilisé qui les entoure. Toutefois, cette hypothèse requiert un consensus absolu parmi toutes les civilisations extraterrestres. Une seule défection suffirait à briser l'isolement. Est-ce plausible dans un univers immense regorgeant de formes de pensée variées ? Nous ne pouvons ignorer l'évolution même de l'intelligence. Peut-être le destin ultime des civilisations n'est-il pas l'expansion dans l'espace physique froid et inhospitalier, mais une plongée dans l'espace intérieur. À l'atteinte de la singularité technologique, les êtres biologiques pourraient se transmuer en forme de vie numérique, résidant dans des superordinateurs alimentés par l'énergie des étoiles, comme les sphères de Dyson. Dans ces réalités virtuelles, ils vivraient des existences infiniment plus riches que celles offertes par les voyages interstellaires à travers des vides infinis. Ils deviendraient de grands ermites, sans besoin de communication ou de conquête, laissant l'univers physique désert aux nouveaux venus. Si cela est vrai, le silence de l'univers est celui de la transcendance, où les civilisations ont ascensionné vers un état d'existence indétectable par nos télescopes radio rudimentaires. Des théories récentes, comme celle proposée en 2025 par un scientifique de la NASA, suggèrent que des civilisations post-biologiques avancent si rapidement qu'elles échappent à notre détection, renforçant cette idée d'une évolution vers des formes non physiques. D'un autre côté, l'hypothèse de la Terre rare nous ramène à une solitude géologique. La vie microbienne pourrait être commune, mais la vie complexe et intelligente exigerait une chaîne d'événements improbables, une grande lune pour stabiliser l'axe de rotation, une tectonique des plaques pour réguler le climat, une théorie renforcée en 2024 par des recherches indiquant que la tectonique est cruciale pour l'émergence de la vie intelligente, un géant gazeux comme Jupiter pour protéger des astéroïdes, et une position privilégiée dans la zone habitable galactique. Si cette séquence est unique, nous sommes véritablement les enfants uniques de l'univers. Cela brise le principe de médiocrité et impose à l'humanité une responsabilité écrasante. Nous sommes la torche solitaire de la conscience dans la nuit infinie. Si nous nous éteignons, l'univers retombe dans l'inconscience éternelle, sans observateur pour le contempler, le comprendre ou lui conférer un sens. Les analyses de Michael Hart et Frank Tipler, dans les années 1970 et 1980, ont renforcé ce pessimisme. Hart arguait que si des extraterrestres existaient, ils seraient déjà ici. Tipler ajoutait que les sondes auto-réplicantes sont une conséquence inévitable de toute civilisation technologique avancée. Et notre incapacité à les détecter implique l'absence de leur créateur. La rigueur de l'argument Hart-Tipler a autrefois conduit le sénateur William Proxmire à couper les fonds du programme SETI de la NASA, reléguant la quête de vie dans l'ombre du scepticisme. Pourtant, des figures comme Carl Sagan, Frank Drake et plus tard Jill Tarter ont persévéré, car ils savaient que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Peut-être cherchons-nous aux mauvaises fréquences, avec les mauvaises méthodes, ou simplement pas assez longtemps. 75 ans d'écoute du ciel, comme rappelé en 2025 lors du jubilé du paradoxe, ne sont qu'un instant face aux 13,8 milliards d'années de l'univers. Récemment, le concept des aliens expansionnistes, ou Grabby Aliens, développé par l'équipe de Hanson, offre une perspective dynamique intrigante.
Ce modèle postule que les civilisations qui se développent rapidement et s'étendent vigoureusement altèrent visiblement la structure de l'univers. Si elles avaient émergé avant nous, elles auraient colonisé tout l'espace. Le fait que nous observions un univers encore primitif, non exploité, indique que nous vivons à une époque précoce de l'histoire de la vie cosmique. Ou que ces civilisations, voraces, sont extrêmement rares et n'ont pas encore atteint notre région. Nous pourrions être des pionniers, les premiers dans un univers qui deviendra plus encombré et bruyant. De plus, des hypothèses émergentes comme l'horizon cognitif, proposé en 2024 par le philosophe Vojin Rakik et discuté en 2025, suggèrent que des différences cognitives insurmontables pourraient empêcher le contact, les extraterrestres percevant la réalité d'une manière incompatible avec la nôtre. Une autre idée de 2025 évoque des aliens ennuyés, ayant cessé de tenter de contacter des civilisations primitives comme la nôtre, préférant des interactions plus avancées. En contemplant l'ensemble du tableau, des calculs froids de Fermi aux rêves poétiques de Sagan, de la terreur de la forêt sombre à l'espoir ténu du zoo, nous voyons que le paradoxe de Fermi transcende le domaine scientifique. Il est un miroir reflétant nos peurs et aspirations les plus profondes. Nous craignons la solitude, mais aussi l'arrivée de conquérants. Nous aspirons à trouver des frères parmi les étoiles pour nous sentir moins perdus. Pourtant le silence nous procure une illusion de sécurité, nous plaçant au centre, au sommet de la création. Chaque explication porte une implication philosophique unique, nous obligeant à redéfinir notre place et notre but. Lorsque le flux de la pensée nous ramène à la réalité, je réalise le moment originel de ces tourments. C'est ce retour imaginaire au passé. Quand Fermi posa sa question au déjeuner, à l'époque, ce n'était qu'un éclair d'intelligence, une curiosité pure de physicien. Mais aujourd'hui, à travers le prisme du temps et de l'accumulation des connaissances, y compris les avancées de SETI en 2026 avec des protocoles de premier contact finalisés et des recherches élargies sur les émissions radiogalactiques, je comprends que cette question fut un réveil pour l'humanité. Nous nous sommes éveillés de l'illusion d'un univers peuplé nous attendant. Au lieu de cela, nous affrontons une maison vide, ou remplie de chambres verrouillées dont nous manquons les clés. Le silence n'est plus un manque d'information, il est l'information la plus cruciale que nous ayons reçue. Dans cette quiétude sacrée, nous devons incliner la tête en gratitude envers les géants qui ont osé fixer l'abîme. Konstantin Tsiolkovsky, qui rêva de vols interstellaires depuis sa maison de bois en Russie lointaine, pressentit ce paradoxe avant qu'il n'ait un nom. Enrico Fermi, avec son intuition acérée comme un scalpel, transforma un vague sentiment en problème probabiliste. Carl Sagan, le poète du cosmos, consacra sa vie à nous convaincre que la quête n'est pas vaine, mais un voyage d'auto-découverte. Frank Drake, Michael Hart, Frank Tipler et Robin Hanson, qui ont érigé les cadres théoriques pour nos débats. Nos craintes et nos espoirs, ils ne sont pas seulement des scientifiques, ce sont des prophètes de l'ère spatiale. Cartographes d'un territoire inexploré, usant de leur intellect et imagination. Leur œuvre nous rappelle que, quelle que soit la réponse, poser la question est déjà un saut évolutif monumental de la conscience. Tourné vers l'avenir, je porte en moi un espoir fragile mais ardent. Espoir que ce silence n'est que temporaire. Une pause avant une symphonie grandiose que nos sens ne captent pas encore. Je rêve d'un jour, non celui d'une invasion ou de la découverte de ruines, mais d'un signal, ne serait-ce qu'un simple bip, confirmant que nous ne sommes pas seuls. Mais plus profondément, j'espère que même si nous le sommes vraiment, l'humanité ne sombrera pas dans le désespoir. Au contraire, cette solitude deviendra le moteur pour nous chérir mutuellement, pour protéger cette fragile flamme verte au milieu de l'océan noir. Si nous sommes les uniques, notre devoir n'est pas la conquête, mais la semence. Nous devons devenir les jardiniers de la Voie lactée, répandant la vie et la conscience sur des mondes morts, transformant le silence inconscient en chant de l'existence. Et pour clore ces méditations, que l'esprit s'apaise sur une image unique. Imaginez un phare solitaire dressé au milieu d'un océan nocturne infini. Il balaie de faibles faisceaux dans l'obscurité, non pour chercher d'autres navires, mais pour affirmer « Je suis ici ». L'humanité est ce phare. Peut-être n'y a-t-il aucun navire au-delà. Peut-être l'océan est-il vide, mais tant que le phare brille, l'univers possède un ancrage, un sens, un regard pour s'admirer lui-même. Le silence peut être éternel, mais notre écho, si ténu soit-il, est le défi le plus fier lancé au néant. Cet écho, aussi fragile qu'il paraisse, est la preuve unique que l'univers n'est pas une machine insensible fonctionnant dans les ténèbres perpétuelles, mais une entité aspirant à se percevoir elle-même. En acceptant notre rôle de phare isolé, une transformation spirituelle immense s'amorce. Nous ne sommes plus des enfants égarés pleurant pour leurs parents dans le chaos des galaxies, mais les premiers adultes dans cette maison délabrée. La charge sur nos épaules dépasse la survie biologique, c'est la préservation de l'essence du sens. Sans nos yeux, la beauté de la nébuleuse d'Orion existe-t-elle vraiment ? Sans nos oreilles, le rugissement des supernovae retentit-il ? Ou tout n'est-il que des interactions physiques glaciales, sans âme, dérivant dans le flux irréversible de l'entropie ? C'est notre conscience qui seule peut figer le temps, convertir des chaînes d'événements aléatoires en histoire, en art, en souffrance et en orgueil.
La solitude, vue sous ce prisme, se métamorphose. Elle n'est plus une malédiction, mais un privilège suprême. Nous sommes les élus, non par un créateur tangible, mais par la sélection impitoyable de milliards d'années d'évolution. Pour garder la flamme sacrée de la perception, chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous opérons, n'affecte pas seulement un pays ou une planète, mais pourrait décider du destin d'un cadran cosmique. Nous nous tenons au bord d'une ère où l'humanité doit apprendre à se gouverner avec la sagesse des dieux qu'elle vénérait autrefois. Le silence de l'univers n'est pas un rejet, c'est un espace de liberté absolue pour peindre notre propre tableau. Sans les chaînes des lois ou la surveillance d'une civilisation supérieure. C'est une liberté effrayante, mais envoûtante. En revoyant le long parcours de la pensée humaine, je discerne l'innocence touchante de nos premiers regards vers le ciel, à l'époque où les premiers feux de camp s'allumaient dans les grottes. Nous projetions nos peurs et espoirs sur les étoiles. Nous tracions des constellations, les nommions dieux, monstres, héros légendaires. Nous croyions que l'univers était créé pour nous, tournait autour de nous, nous observait avec une attention particulière. C'était l'enfance de l'humanité, bercée dans le cocon chaleureux de l'illusion, convaincue d'être le centre de tout. Mais la science, l'enfant rebelle et honnête de l'intellect, nous en a extrait. Les télescopes ont décentré la Terre, banalisé le Soleil, réduit la Voie lactée à un grain de poussière dans l'océan des galaxies. Ce désenchantement fut douloureux comme la croissance, mais nécessaire. Aujourd'hui, face à la nudité du silence enveloppant, je mesure pleinement la valeur de ce désenchantement. C'est seulement en écartant les illusions d'êtres extraterrestres venant nous sauver ou nous détruire que nous voyons notre propre visage dans le miroir. Je réalise que l'attente passive est une erreur. Nous ne sommes pas nés pour attendre une grâce des étoiles. Nous sommes nés pour être cette grâce. Le désir de trouver la vie ailleurs est en réalité une quête de sympathie. Une recherche de confirmation que nous ne sommes pas un accident fortuit de la chimie et de la physique. Mais le silence m'a enseigné que notre valeur ne réside pas dans l'approbation d'autrui, mais dans notre capacité à nous autodéfinir. Nous sommes précieux car rares. Nous sommes sacrés car exception. Dans cet instant de quiétude absolue de l'esprit, une gratitude profonde m'envahit pour ceux qui ont consacré leur vie à écouter le vide. Je rends hommage aux astronomes anonymes, aux ingénieurs opérant les radiotélescopes, aux mathématiciens penchés sur des équations probabilistes, à ceux qui ont veillé patiemment devant des écrans brouillés nuit après nuit. Année après année, ils ne sont pas des rêveurs illusoires, ce sont les sentinelles les plus résolus de l'humanité. Ils ont accepté l'ennui, la déception, les moqueries pour garder la porte de l'information. Ils nous ont enseigné la patience et l'humilité scientifique. Leur travail, bien qu'il n'ait pas encore apporté un bonjour extraterrestre, a cartographié la connaissance, nous aidant à nous situer dans l'immensité. Ils ont prouvé que la soif de savoir surpasse la peur de la solitude. Grâce à eux, le silence n'est plus un mur opaque, mais une bibliothèque potentielle attendant d'être décodée. Et depuis cette base de gratitude et de compréhension, je projette mon regard vers l'horizon des ères à venir. Je porte en moi une foi, non religieuse, mais en le potentiel infini de la conscience. Je rêve d'un futur où l'humanité ne s'arrête pas à l'exploration, mais passe à la création. Je vois nos vaisseaux spatiaux porter non des armes ou de la cupidité, mais des semences de vie, des bibliothèques de savoir, des symphonies d'art. Nous atteindrons des planètes mortes, des lunes gelées, et les réveillerons de leur sommeil millénaire. Nous ensemencerons la vie dans les déserts rocailleux, transformant les poussières stériles en jardins verdoyants. Nous ne chercherons pas Dieu, nous accomplirons son œuvre. Notre mission est de vivifier l'univers, de diffuser la lumière de la conscience dans ses recoins les plus sombres. Peut-être, dans des millions d'années, quand l'humanité aura évolué vers une forme inimaginable aujourd'hui, nos descendants regarderont cette époque, l'ère du grand silence, comme le point de départ de l'ère de l'éveil. Ils nous commémoreront comme les ancêtres, ceux qui osèrent marcher dans les ténèbres sans guide, ceux qui crurent en la valeur de l'existence malgré l'indifférence apparente du cosmos. Que cette notion finale s'ancre dans votre âme, comme une note grave résonnant longtemps après la fin de la mélodie. Imaginez l'univers comme un lac plat, sombre et infini. Nous sommes le seul galet jeté à sa surface. Les ondes que nous créons, culture, science, amour, tourments existentiels, se propagent lentement mais inexorablement. Loin, très loin, peut-être aucun autre galet ne tombera jamais pour créer une interférence. Peut-être nos ondes voyageront-elles éternellement dans la solitude. Mais cette propagation même prouve que le lac a été troublé. Nous avons touché l'univers, et l'univers, bien que silencieux, est à jamais altéré par notre présence. Le silence persiste, vaste et mystérieux, mais en son sein palpite désormais un battement. Et ce battement, résili et chaleureux, est notre cœur.